Bonjour. Donc, merci d'être venu à cette rencontre exceptionnelle, donc placée sous la houlette du Festival de Laval. Alors, nous avons le plaisir de rencontrer aujourd'hui pour parler donc de cette question longue, parfois épineuse, toujours passionnante, qui est celle de la langue comme territoire. Donc, nous avons le plaisir de rencontrer donc de ma gauche à ma droite Marlène Tissot, Jean-Marie Blas de Robles et Mackenzie Orsel. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être quelques mots sur les livres des uns et des autres. Donc, Marlène Tissot, L'âme de fond, c'est un livre de poésie, en tout cas de textes poétiques. Il s'agit d'un voyage, une sorte de voyage orphique sur les traces d'un homme âgé, d'un homme mort, qu'on va essayer peu à peu de ressusciter, et tout en essayant de le ressusciter pour essayer de se retrouver soi-même. C'est également un voyage en Bretagne avec une attention très marquée aux choses du quotidien. Donc voilà, j'en dis pas plus, on aura l'occasion de développer. Alors Jean-Marie Blas de Robles, vous c'est donc pour un recueil de poèmes qui s'intitule Haute lassitude. Donc là encore, il s'agit d'un voyage, un trajet à la fois dans l'espace, puisqu'il s'agit d'une série de, faute de meilleurs termes, je dirais de rêveries, on aura peut-être l'occasion d'affiner sur des territoires exotiques, dans le Brésil entre autres, et c'est également un trajet psychique, un trajet personnel, à partir de la douleur et peut-être jusqu'à une renaissance. Et enfin, donc Mackenzie Orsel, donc vous, c'est pour donc L'ombre animale. Alors, L'ombre animale est un roman, mais c'est un roman qui est très très marqué par la poésie également. Un roman qui est la voix d'une femme, qu'on pourrait appeler des mémoires d'outre-tombe. Un roman qui est un roman sur Haïti, qui est une série de portraits qui se suivent peu à peu et qui vont graduellement dessiner le visage d'un certain nombre de personnages, l'inconnu avec un E, l'inconnu sans E, l'autre, un certain Mackenzie, un certain Orsel aussi, et le personnage de Toi, un des personnages principaux. Donc voilà grosso modo les trois textes. Alors peut-être pour commencer, ce sont des textes dont un des points communs, malgré leur grande différence, c'est la puissance, la foi même accordée à la langue. Et je vais peut-être commencer par vous, Jean-Marie Blas de Robles. Il y a cette idée que à travers la langue, il y a une façon d'exister peut-être au-delà de la souffrance, au-delà de la mort, bref, une façon d'être par la langue. Oui, c'est une question compliquée. Euh, pour tous ceux comme nous qui écrivons, c'est vrai que la langue est première. Moi, j'ai surtout un travail de romancier, donc c'est plus la littérature qui, euh, qui fait le fond de mon travail et de mes productions. Mais c'est vrai que depuis le départ, comme la plupart de tous ceux qui commencent à écrire, j'imagine, c'est par la poésie que j'ai commencé. Et je crois que tous ceux qui se confrontent à la langue à l'origine commencent par la poésie, commencent par ce travail de profondeur sur la langue. Et moi, je considère ce travail que je n'ai jamais arrêté, même si je n'ai jamais publié jusqu'à l'année dernière de la poésie, sauf quelques petits textes en revue. Le texte qui est publié, dont nous parlons, qui s'appelle Haute lassitude, est une compilation de tout mon travail de près de 45 ans d'existence que j'ai mené parallèlement à mon travail de romancier ou de novelliste. Ce travail-là que j'ai gardé volontairement en secret, qui est mon travail quotidien, c'est vraiment pour moi le creuset de tout le reste. C'est vraiment là où je trouve la, l'extrême liberté de me heurter à la langue, de la bouleverser, d'en tirer vraiment sa moelle, sans penser à aucun lecteur. Quand je raconte une histoire comme romancier, je ne pense pas non plus à un lecteur particulier, mais je pense à moi comme lecteur.
C'est-à-dire, je me raconte une histoire et j'essaye de la rendre vraisemblable, d'obéir à des codes. J'essaye d'écrire le roman que j'aimerais lire en tant que lecteur de littérature. Et ce n'est pas du tout ce qui se passe avec le poème. Avec le poème, j'y joue réellement mon existence. Et je me laisse, et je sens cette liberté, je me, je me laisse cette liberté de trafiquer la langue, d'arriver pratiquement au non-sens parfois, parce que j'ai le sentiment, la certitude même d'affronter le mystère, vraiment l'alchimie de ce qui peut arriver à partir de la langue. Donc c'est pour moi un travail fondateur, c'est vraiment le cœur nucléaire de tout le reste, la poésie. Vous avez employé le terme de liberté, et je me tourne vers vous, Mackenzie Orsel. Le personnage qui parle, qui dit je dans votre livre, est un personnage déjà mort, hein, mais c'est un personnage qui, dans la mort, va trouver une forme de liberté. Hein. Alors, est-ce qu'il y a dans le fait d'être complètement étranger au monde, complètement étranger à la vie, est-ce que c'est là la condition sine qua non pour trouver une forme de liberté dans l'emploi du langage, même dans ou une forme de liberté en général aussi? Enfin, je sais pas, mais je pense que c'est un cadavre qui parle parce que le vivant, il comprend pas la mort, il sait pas parler de la mort. La mort pour lui, c'est comme une sorte d'horizon flou et c'est comme une sorte de lointain et il sait pas quoi faire de son passé, le vivant. Et le présent, il sait même pas en profiter. L'avenir n'existe pas. Et je me dis que le mort, lui, peut-être qu'il est dans la vérité. Il a, il a traversé la vie. Et souvent, c'est nous qui parlons de la mort, de quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est, et je me dis, bon, je vais essayer de donner la parole à un cadavre, à la mort. Je vais entendre, savoir ce qu'elle a à nous dire sur la vie, de la vie. Et voilà. Mais je ne sais pas si c'est quelque chose qui donne une certaine liberté ou et la liberté à la voix, mais la liberté, elle est d'abord dans la langue, dans l'imaginaire de ce personnage. Ouais. Parce qu'après, l'histoire, ça reste une histoire. Et une œuvre, un livre sans esprit, sans cœur, sans souffle, sans cette intensité, cette transe de la langue, n'existe pas. L'œuvre ne peut pas exister en dehors de la langue. Alors, on n'arrête pas de parler de langue, c'est pas la langue française, c'est la langue, c'est-à-dire le souffle du texte. Et son individualité, la personnalité, c'est-à-dire, moi aujourd'hui, je suis capable de lire un livre de Jean-Marie Blas de Oblès, même s'il n'y a pas son nom sur la couverture, je vais savoir que c'est Jean-Marie. Et ça, c'est pas l'histoire, c'est la langue, c'est sa langue. C'est cette langue qui fait, euh, qui fait que l'œuvre existe et l'auteur aussi derrière. Merci. Alors, vous parliez d'un thème, ou en tout cas d'un mot qui pourrait vous venir tous les trois, c'est le mot d'intensité. Et je pense en particulier à une formule de votre livre, Marlène Tissot, c'est combustion spontanée d'imagination, comme si cette combustion, comme si le feu, le fait de brûler, qui est à la fois un instantané, quelque chose qui dure très peu, mais qui en même temps est d'une très haute intensité, d'une incandescence, c'était peut-être là la source de ce que vous écriviez. Hein. La source, je sais pas, mais c'est vrai que parfois des instants, euh, ils ont une vie courte et on continue de les avoir à l'intérieur et on continue de leur donner une vie à travers les mots, par exemple, ou autre chose. Donc ce qui est court en visu à l'œil nu, c'est pas forcément court dans la pensée, le cœur, toutes ces choses-là. Et l'écrit peut servir à ça, la langue peut servir à ça,
à transmettre des choses qui ont existé pour très peu de temps et on continue de les faire vivre ou de les faire exister ou de les partager à travers les mots. Alors une façon peut-être de continuer à faire exister ces choses, et je reprends ce que disait un peu Mackenzie Orsel sur la question d'une langue qui dépasse l'individu, c'est peut-être de s'adosser à une tradition. Alors, je pensais à vos textes, Jean-Marie Blaise de Robles, notamment votre texte C'est Perielli, qui est rythmé par Brésil, et qui m'a beaucoup fait penser aux rêveries à la fois exotiques et cruelles d'un Heredia, d'un Rimbaud. Je me disais que peut-être l'histoire de la poésie, la tradition de la poésie, étaient des façons de prolonger des moments qui sinon ne seraient que des moments personnels ou des instants. Enfin. De toute façon, qu'on le veuille ou non, que ce soit volontaire ou involontaire, on s'inscrit dans une tradition du poème. Dans mon recueil, si on a un œil, on y porte un œil exercé, on peut y lire assez clairement le parcours que j'ai fait, mon parcours personnel par rapport à mes amours en poésie. On peut y retrouver ma passion pour Saint-Jean-de-Perse, on peut y retrouver ma passion pour Sandrars, le Sandrars du transsibérien, de la prose du transsibérien, puis une espèce d'amaigrissement et de concentration vers le haïku. Il y a tout ce parcours sur ces 40 ans d'écriture. Et je posais la question faussement en disant est-ce que c'est volontaire? Bien sûr que non, c'est pas volontaire, c'est totalement involontaire. On est, euh, quoi, malgré tous les efforts que l'on peut faire pour se démarquer de nos maîtres ou de nos admirations, on est quand même fabriqué par d'autres livres, on est fabriqué par la langue des autres, avant d'espérer peut-être un jour inventer la sienne. Et Mackenzie disait tout à l'heure qu'il reconnaissait mes livres à une phrase. Je peux dire la même chose de lui. Et je reconnais à la fois une originalité, quelque chose dont je sais qu'elle lui appartient à lui et à lui seul, mais ça suffirait pas. J'y reconnais aussi une excellence, j'y reconnais le résultat d'un travail qui cherche à s'approcher de la perfection du souffle, d'une rythmique, d'une musique. Et si moi je considère mon propre travail pour la poésie, mais je vous ai dit qu'il était fondateur pour le reste, parce que là c'est comme un atelier d'expérimentation pour moi, la poésie, pour acquérir cette espèce de souffle qui va m'être plus naturel après dans le roman, où je vais le doser, parce qu'on ne peut pas raconter une histoire de manière euh, totalement poétique du début jusqu'à la fin, sauf à se priver de lecteurs. Mais cet atelier, donc, me permet de tester la musique, vraiment. C'est, j'écris à haute voix, je lis le texte à haute voix, et il m'arrive de changer le sens d'une phrase parce que dans la musique interne qui est la mienne, la phrase ne tombe pas correctement. Donc le sens est vraiment second par rapport à ce miracle du souffle et de la rythmique. Alors justement, cette question de souffle et question de souffle de rythmique, Mackenzie Orsel me renvoie encore à votre livre, qui est une longue phrase ponctuée mais sans point, virgule, point, virgule, un petit peu comme si dans cette phrase il s'agissait, même s'il s'agit d'un cadavre qui parle, il s'agissait de capter une espèce de continuité, de souffle, de vitalité. Ouais, le mouvement de la vie, le souffle du vent. Et puis aussi, il y a l'urgence de cette voix. C'est une femme qui a pris la parole pour la première fois de sa vie. Donc, elle a envie de parler, elle a envie de tout dire. Il faut tout dire tout de suite. Et puis, il y a aussi
mon obsession pour cette- ce genre de parole, et la parole qui s'arrête pas comme une autoroute, espèce de souffle qui traverse la vie, qui traverse l'existence comme ça, le souffle de la poésie, ne pas s'arrêter, continuer le cycle de la vie, le cycle du monde. Et, et puis aussi pousser la langue à dire, à faire ce qu'elle dit pas, ce qu'elle fait pas d'habitude, pousser la langue à ses limites. Qu'est-ce que ça peut donner? Un livre, c'est un risque, c'est un pari, on écrit les livres, en tout cas moi, j'écris les livres que j'aurais aimé lire, des trucs comme ça. Et puis aussi, tout à l'heure, Jean-Marie parlait d'ambiance, ouais. On écrit dans cette ambiance-là, d'essayer de mettre, c'est pas, dans la même phrase ou dans le même paragraphe, un peu de Jacques-Séphane Alexis, de Fuentes, de Jean-Marie, de Tissot, tout ce qu'on a lu, tout ce qu'on a écouté, tout ce qu'on a appris, ses aventures, ses lectures, ses rencontres, tout ça. C'est une ambiance. Et moi, je le vis comme ça. D'essayer de mettre tout le monde, une sorte de bar, j'invite tout le monde, on boit des coups, on fait la fête. L'écriture, pour moi, c'est ça. C'est une invitation à faire la fête et on écrit avec tout ça. Alors le fait d'écrire avec tout ça, cette espèce de syncrétisme qui réunit, qui brasse tout dans l'écriture, on peut le trouver au-delà donc des références qu'on a citées, on peut le trouver aussi dans cette façon, dans cette volonté plutôt même de brasser la totalité du réel. Et je pense à votre texte, Marlène Tissot, et même pas spécialement à votre texte, d'ailleurs je triche un peu, mais à la présentation qui est faite de vous à la fin du texte, où il est écrit les choses du quotidien sont les crayons de couleur dans sa trousse à outils. Et effectivement, votre texte est très frappant. D'un côté, c'est un texte qui est entre une oraison funèbre, un voyage orphique, un voyage de résurrection d'un disparu. Et d'une autre côté, c'est un texte qui s'attache énormément aux petites choses de la vie, aux petites choses du quotidien. Enfin, comme s'il fallait tout mêler ensemble, à la fois les grandes questions, pour le dire vite de manière un peu pompeuse, métaphysique, et d'un autre côté, les petites choses du quotidien. Enfin, Oui, mais c'est comme dans la vie, en fait. Dans la vie, on a nos petits gestes, on se prépare un café et on a des grandes questions. Donc on est fait de tout ça. Et, euh, et je pense que mêler les deux, c'est pas incompatible. On peut mélanger des, des récits ordinaires et dedans y glisser des grandes choses. C'est pas, ça va ensemble justement, ça fait partie de la vie et dans des textes courts comme celui-ci par exemple, qui est poétique ou récit ou je sais pas trop y coller une étiquette en fait, ça permet de condenser tout ça. Donc c'est peut-être plus visible, mais je pense que c'est dans toute forme d'écrit où on mélange à la fois l'ordinaire, ça serait dommage de ne pas en parler même si tout le monde le connaît, savoir que d'autres ont aussi un ordinaire c'est important, et le mélanger à l'imaginaire, la poésie, les questions existentielles, toutes ces choses-là. L'écrit et la langue le permet, donc j'y vais, j'en profite. mélanger, dites-vous, mais aussi chahuter. C'est un verbe qu'on trouve dans votre livre. Chahuter l'ordinaire, troubler le reflet de l'ordinaire aussi. Oui, en jetant des cailloux dans l'eau. Ouais. Oui, parce que si on se contentait de l'ordinaire, au bout d'un moment, on en a ras-le-bol. Donc il faut bien un petit peu bousculer tout ça et rajouter de la magie. Et à la magie qui revient aussi souvent à deux ou trois reprises dans ce bouquin. La magie, elle est un peu partout. Il suffit de continuer à être capable de la voir, mais elle existe, je pense. Alors peut-être pour continuer sur cette idée d'ordinaire, Jean-Marie Blas de Robles, ce qui est frappant dans votre livre, c'est que d'un côté, il y a un véritable goût pour la saveur, la rareté de certains mots. En le titre du poème dont je parlais tout à l'heure, Périelli, on trouve un agonothète aussi. Et d'un autre côté, certains des poèmes, qui sont plus vers la fin d'ailleurs, il y en a un qui se passe dans la cuisine, il y en a un qui est intitulé Whoopee Cushion, un autre X-Ray Specs, bref, des choses qui sont des choses de l'ordinaire, des choses ou pop ou un peu triviales. Et est-ce que vous pensez, vous aussi, comme Marlène Tissot, que
entre le quotidien, le plus banal, voire le plus trivial, et puis ce qui pourrait être considéré comme le plus relevé, le plus élevé. Il y a finalement une espèce de continuité ou d'association. Enfin, Oui, bien sûr, pour moi, il n'y a tout simplement aucune différence. Le, à partir du moment où le réel tel que je le conçois euh, n'existe pas, il n'est qu'une recomposition cérébrale que nous faisons en permanence. Ce que je vois là ce soir, c'est le résultat de mes cellules oculaires, etc. Les couleurs que je vois, ce ne sont pas les mêmes que celles qu'un chien perçoit, que celles qu'un chat perçoit, etc., etc. Il suffit que je sois malheureux aujourd'hui, je vais voir ce qui est devant moi d'une certaine façon. Demain, je le verrai exactement la même chose, mais je le percevrai d'une autre façon. On passe notre temps à reconstruire pas seulement les souvenirs, parce que les souvenirs, c'est bien connu. On sait bien que, même avec la meilleure volonté d'objectivité du monde, on ne racontera pas deux fois le même souvenir, et les deux ou trois témoins qui ont vu la même chose le raconteront différemment. On passe notre temps à reconstruire les souvenirs, mais on passe notre temps à construire le présent de la même façon. Et que ce présent se passe dans une cuisine ou dans une église ou dans une forêt ou je ne sais quoi, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est le, le, le filtre qu'introduit l'imaginaire par rapport à cette perception qui est encore une fois une reconstruction. Et c'est ça d'abord l'acte créatif. Il ne s'agit pas de reproduire le réel, qu'il soit ordinaire ou élevé. Je voudrais bien savoir qu'est-ce qui est élevé, qu'est-ce qui est ordinaire dans le réel. Tout ça, c'est dans le cerveau que ça se passe. Rien de plus beau qu'un haïku avec une plume qui se pose sur la neige ou je ne sais quoi. C'est pas ordinaire, c'est extrêmement élevé de percevoir ce présent comme une réalité enchantée parce qu'elle est productive de mystère à ce moment-là. Donc, oui, zéro différence entre ces choses-là. Les poèmes dont vous parliez avec Whoopi Goldberg, etc., c'est même c'est des poèmes que j'ai écrits tous les matins sur mon frigo avec des mots aimantés. Vous pouvez acheter des sachets de mots avec, je sais plus, il y a 300 ou 400 adjectifs, 300 ou 400 verbes, des lettres, etc. Je les ai sur mon frigo en permanence depuis 15 ans. Et tous les matins, en buvant mon café, je choisis un mot, Whoopi Caution, etc. C'est un petit livret que j'ai qui euh, fait la publicité de Farce et Attrape. Donc, c'est les lunettes pour voir à travers les murs, le coussin péteur, Bon, je me suis donné ces contraintes-là de prendre un peu à la manière des surréalistes pour le coup, de prendre chaque fois un nom de Farce et Attrape. Et après, au fil des jours, il y a un texte qui se fait, parfois une demi-phrase par semaine, simplement, et qui prend forme sur ce frigo avec lequel je vis tous les matins, et je change une lettre, je change jusqu'à ce que ce, ce poème apparaisse comme tel. Chose que j'ai pas fait pour les autres poèmes, etc. Mais chaque fois, c'est une aventure où tout est permis. alors cette aventure, ce sens de l'aventure dont vous parliez, ça me fait penser à un passage de votre livre, Mackenzie Orsel, un moment où la narratrice d'Outre-Tombe dit, alors j'ai plus le souvenir exact de la phrase, mais peut-être que tout cela ne s'est pas vraiment passé, peut-être que tout cela est le résultat d'un excès de mon imagination, peut-être que tout cela doit servir à ma mémoire psychique aussi. Donc il y aurait plus, on serait plus du côté du rêve, de l'excès d'imagination.
je me suis amusé à créer des dialogues dans ce livre. Le livre, c'est un long dialogue entre les contraires. Enfin, je ne sais pas si les contraires, si ça existe, mais ouais, c'est un long dialogue entre un monde pré-cartésien et la modernité, entre la vie, la mort, entre le réel, l'irréel, l'ordinaire, l'extraordinaire, et un dialogue aussi entre moi et moi-même. L'ombre animale, c'est ça, l'ombre de la mort, l'animal de la vie. Mackenzie, un personnage horrible, Orcel, un personnage plus ou moins lumineux. Enfin, tout le livre, c'est ça, une sorte de test. Je teste mes limites. Et la narratrice aussi. Et elle sait qu'elle est morte, mais on a l'impression qu'elle ne sait pas ce qu'il y a ailleurs. C'est-à-dire qu'elle saisit pas encore l'ampleur de la chose. Justement, on parlait voilà, l'intitulé de cette rencontre était les territoires de la langue. Et dans ces territoires de la langue, un des territoires privilégiés, c'est le soi, le territoire le plus intime. Alors effectivement, la question se pose de manière flagrante avec votre livre, Mackenzie Orcel, puisqu'il y a ce personnage de Mackenzie, le père, Orcel, le frère. Et je me demandais si l'écriture était une façon d'explorer, une façon privilégiée d'explorer des tensions qui seraient des tensions privées, des tensions intimes, et surtout, non seulement une façon privilégiée, mais peut-être une façon unique, parce qu'on pourrait dire, bon, bah, si on veut s'explorer soi-même, il y a peut-être la psychanalyse ou la psychologie, donc, mais est-ce que l'écriture serait peut-être plus performante ou dévoilerait d'autres choses? Oui, je pense qu'on a. Il y a toujours une part de soi-même dans ce qu'on écrit et qu'on est fait aussi de tout ça, d'un côté animal, un côté humain. On est fait de mal, de bien, de générosité, d'égoïsme. On est, on est la somme de tout ça. Et moi, je voulais pas m'amuser comme ça, à camper des personnages, à créer un dialogue et sans y participer. Et je me dis, bon, je vais aussi participer au jeu. Et je me suis scindé, je me suis coupé en deux, histoire de dire que d'attaquer, d'affronter la bête qui est en moi, qui est en nous tous, et aussi la lumière aussi. Voilà. Alors cette façon de se scinder, de découvrir qu'on a peut-être en soi une pluralité de moi, ça me renvoie à votre texte, Marlène Tissot, puisqu'on on trouve cette formule, peut-être vais-je découvrir que je suis plusieurs ou qu'il y a plusieurs moi, quoi. Et alors, est-ce que au fil de ce texte, au fil de l'écriture de ce texte, est-ce que c'était aussi une façon d'explorer la multitude des potentialités du moi qui écrit, du moi qui est Marlène Tissot? Pas dans le sens moi en tant que personne, mais dans le sens moi générique, où on peut avoir plusieurs regards sur un même événement, sur une même personne. Tout dépend du jour, de l'humeur, de tout un tas de choses. Et, euh, et un moi est multiple. Donc c'est pour ça que je voulais le mettre dedans, en réveillant certains souvenirs où on se rend compte qu'on a les souvenirs. Et avec le temps qui passe, le souvenir évolue en même temps que nous. Donc on n'est pas figé. Et, euh, et oui, c'est pour ça, ça revient dedans. Est-ce que j'ai vécu plusieurs vies? Est-ce qu'il y a plusieurs moi à l'intérieur de moi? Parce que parfois, on ne se reconnaît plus. L'écriture, c'est très jouissif pour ça, parce que justement, on peut se permettre d'être quelqu'un d'autre. Dans la vie de tous les jours, on ne peut pas. Les gens nous connaissent et on garde à peu près la même ligne de conduite. En écriture, on peut être qui on veut. Et, euh, et je trouvais ça important de le dire pour que peut-être des personnes qui n'osent pas admettre qu'elles sont plusieurs à l'intérieur, ou pas dans le terme psychanalytique de la chose, mais on est multiples, forcément, dans nos regards, dans nos humeurs, dans tout un tas de choses. Et le fait de le dire en écriture, c'est important parce que on peut le partager. Être qui on veut, disiez-vous, et pas seulement être plusieurs mois, plusieurs instances, mais être aussi à la fois humain et une partie du cosmos. Il y a une phrase dans votre livre, je n'arrivais pas à pleurer, hein,
et je ne pouvais pas pleuvoir. Enfin, il y a un lien entre les pleurs et la pluie, comme si l'humain était aussi cosmique. Oui, oui, voilà, c'est ça, c'est dépasser le simple fait d'être une personne, mais faire partie d'un univers qu'on comprend pas forcément. Et donc pleurer, c'est une chose uniquement humaine, personnifiée, mais quelquefois ça dépasse ça. Donc on peut pas pleurer, on peut pleuvoir éventuellement. Et voilà, j'aime bien la juxtaposition. Alors cette juxtaposition, et puisqu'on continue un peu sur ces territoires, sur cette multiplicité du moi, ça me renvoie à vos textes, Jean-Marie Blas de Robles, et en particulier alors à deux passages, alors que là encore je vais citer en les écorchant, j'aurais dû les noter, mais l'un où vous parlez d'un retour à un imaginaire préhistorique, et l'autre qui est plus une injonction, corps caverneux que ne battu d'un rythme moins appris, comme s'il fallait dans une poésie qui est la vôtre, dont on parlait tout à l'heure, qui s'adosse quand même à toute une histoire de la poésie, à toute une tradition poétique, retrouver des rythmes qui seraient de l'ordre d'une partie primitive, peut-être d'une ombre animale de soi aussi. Alors, peut-être pas de soi, ou alors ce moi, ce soi générique dont on parlait tout à l'heure. Mais là, on se repose la même question du rythme, du souffle. Euh, il y a cette recherche du souffle primitif, de la langue primitive. Il y a ce fantôme de la langue perdue, de la langue unique, dont, dont le christianisme pensait qu'elle avait existé à l'origine des temps. Euh, Cette origine des temps, elle peut être tout simplement le, l'apparition première de la langue à l'époque préhistorique, comme vous en parliez aussi tout à l'heure. Il y a ce moment magique où ça a commencé à parler, ça a commencé à, à dire, à se poser des questions, à poser la question du sens. Le, le, la langue, c'est bien sûr, c'est la communication, bien sûr, c'est le cri, bien sûr, c'est la réaction par rapport à la peur de l'orage, je ne sais quoi, mais dans le sens où nous l'entendons tous aujourd'hui, c'est d'abord ce qui permet l'interrogation et ce qui permet éventuellement d'y répondre par quelque chose qu'on appelle vérité, par exemple. C'est une recherche euh, de la vérité, la langue. Pourquoi écrire, pourquoi raconter des histoires, si ce n'est pour essayer de comprendre ce réel dont je parlais, qui nous entoure et que nous passons à refabriquer, essayer de donner un sens à notre propre existence, à celle des autres, à notre monde, avec toutes les absurdités qu'il passe son temps à nous faire exploser à la figure. Comment vous dire ça? Moi, j'ai pris au sérieux très très jeune, dès la première fois où j'ai lu cette phrase, la dernière phrase du Tractatus de Wittgenstein. Ce dont on ne peut parler, il faut le taire. Dans le Wittgenstein, c'est un philosophe euh, qui s'est posé la question, qu'est-ce que peut dire la langue? Qu'est-ce que peut dire la langue, le langage dans l'optique d'arriver à prononcer une vérité? Et il dit, oui, ben, on peut. La langue peut approcher la vérité si elle obéit à des règles logiques et mathématiques. Si je dis la Terre est ronde, je peux, par une expérimentation, valider cette assertion. Donc, c'est une vérité comme validation ou invalidation. Et donc là, dire cela avec la langue, ça a un sens. Je vais pouvoir faire une expérience pour dire que effectivement la Terre est ronde, ou alors montrer qu'elle n'est pas ronde, etc. Si je dis la Terre est bleue, très bien. Là aussi, je peux montrer des photos prises par
la navette spatiale et montrer que la Terre apparaît grâce à son atmosphère bleue, etc. En revanche, si je dis Dieu existe, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que je ne peux ni prouver qu'il existe, ni invalider cette assertion. Je ne peux pas prouver non plus qu'il n'existe pas. Donc on est dans le non-sens complet. On est en dehors de la vérité, on est en dehors de la validation, et ça n'a strictement aucun intérêt pour lui. D'où le sens de sa phrase, ce dont on ne peut pas dire, ce dont on ne peut pas parler en respectant les règles de la rationalité, de la logique et des mathématiques, il faut le taire, c'est-à-dire qu'il faut s'empêcher d'en parler, ça sert à rien. Et il dit ce domaine euh, du non-dit, c'est le domaine de la mystique, c'est le domaine de la métaphysique, c'est-à-dire de ces territoires où on ne peut rien valider, rien prouver. Mais c'est génial. Il vient de définir le domaine artistique. Nous passons notre temps, euh, nous qui avons besoin des mots pour nous taire, nous passons notre temps à explorer tous ces territoires qui sont au-delà ou en deçà de la preuve. Et du coup, on est dans une recherche permanente de la vérité, mais une recherche qui ne s'arrête jamais, parce qu'arrêter la vérité à un absolu quelconque, c'est déjà déclarer la guerre à l'autre. Alors, précisément, là, vous touchez à un point qui est à la fois un point philosophique et poétique, non seulement la question de la vérité, qu'on avait très bien expliqué à partir de Wittgenstein, mais aussi la question de la fascination de la poésie, c'est-à-dire de la langue, du verbe par excellence, pour le silence. Et je pense, Mackenzie Orsel, à un passage de votre livre, où il est dit certaines choses feraient mieux, ou seraient mieux si elles restaient dans le néant, si elles restaient dans le non-dit. Comme si, au-delà du verbe, au-delà de cette parole de votre narratrice d'outre-tombe, il y avait aussi cette possibilité, cette volonté peut-être du silence. Ouais, il y a toujours le non-dit, c'est important parce qu'on peut pas tout dire, on peut pas toucher à tout. Et le langage ne dit pas tout. C'est vrai qu'il y a une quête de vérité qui passe par le langage, par le vrai. Et comme c'est une vérité qu'on peut toujours remettre en question, ça nous aide à continuer. Et, et le personnage, le protagoniste d'un livre, il a une vie. Il a une vie, il a un passé, il a une histoire. Et on n'est pas. Je ne peux pas camper Dieu dans un livre, par exemple. Donc, c'est quelqu'un qui me ressemble, c'est quelqu'un qui parle à travers moi, et je parle à travers lui aussi. Et donc, le non-dit, parfois, ça nous permet de mieux saisir ce qu'on a là, le, ce qui est tangible, ce qui est dit. Et donc, dans tout ce qui est dit, il y a aussi le non-dit. Il y a quelque part, il y a une sorte de non-dit derrière, et qu'on n'arrive pas à saisir ce qu'on pourrait appeler une sorte de monde ambigu. Il y a toujours moyen de poser une ambiguïté sur une phrase, sur ce qui est dit. Alors ce non-dit tient peut-être aussi de façon, je dirais peut-être non pas nécessairement plus simple, mais disons peut-être plus immédiatement explicable au mystère des êtres. Il y a une phrase dans votre livre à un moment, quel Dieu pourrait sonder je sais plus c'est le cœur ou le cerveau des hommes, comme si de toute façon on avait beau, comme votre narratrice, parler d'au-delà de la mort, il y avait des choses qu'on ne pouvait pas connaître. Et je pense que c'est ce qui me motive, parce qu'il y a des choses que je ne connais pas, des choses qui me dépassent. Et j'écris pour essayer d'aller vers ces choses, essayer de continuer cette quête très modeste d'infini, de me dépasser, de me regarder à partir de l'autre, de me sonder. Et je pense que c'est ce qu'on fait tous quand on écrit. On se laisse transporter par cet état de transe, par cette ambiance mystérieuse qui passe par la langue,
qui passe par le corps. Voilà. Alors vous avez employé un terme, le terme de transe, et donc ce terme est un terme, j'allais dire, qui est à la fois religieux et poétique, et qui me renvoie peut-être à vos textes, à Jean-Marie Blazo-Robles, et en particulier à une formule qui est mathématique de l'ivresse. Un peu comme si, alors on en parlait peut-être tout à l'heure avec la question du rythme, la question du souffle, mais un peu comme si la poésie était aussi une façon de retrouver un état de transe, un état d'ivresse, un état qui serait à la fois aux confins du sacré et de l'esthétique. Oui, et là, il faut invoquer Rimbaud et le dérèglement de tous les sens. Là, c'est aussi hein, une des phrases qui a changé ma vie, ou en tout cas qui a bouleversé mon existence à partir du moment où je l'ai lu. Quand on lit dans Rimbaud que la poésie ne peut naître qu'à partir du dérèglement de tous les sens, on n'est plus tout à fait le même après si on la prend au sérieux. Et j'ai pris des drogues, j'ai essayé vraiment avec Rimbaud en tête de dérégler mes sens pour essayer d'approcher ce royaume invisible, inaccessible, celui des surréalistes, celui des mystiques, celui de Rimbaud, celui de la poésie, essayer de casser les normes de ma propre reconstruction cérébrale pour essayer de découvrir d'autres possibilités, sachant que les possibles sont infinis. Donc, je l'ai fait un peu plus à la manière de Michaud avec la mescaline, je veux dire, en faisant ça volontairement pour étudier comment mon cerveau réagissait par rapport à ce dérèglement de neurones, avec, avec pour résultat d'abandonner la chose. Je veux dire, ce dérèglement, on peut y arriver par l'imaginaire pur, par une, une implication encore plus grande dans l'imaginaire. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté un peu, comment dire, euh, désespéré, desperado, de tenter l'aventure au plus proche des marges, hein, d'être sur le fil entre la vie et la mort pour voir si par là ne se trouvait pas réellement le secret de ce que nous cherchons. Parce que quand vous parliez de la question des drogues, etc., vous évoquiez Michaud. Michaud, le titre d'un des recueils de Michaud, c'est Misérable miracle aussi, hein. Le résultat, c'est ça, c'est une misère. Alors pour continuer sur cette question-là, qui est la question de la magie aussi, je repense à votre texte, Marlène Tissot, où il est aussi question de magie, de métamorphose du monde, de regarder l'horizon pour le transformer, enfin, comme si finalement toutes les choses, qu'il s'agisse du paysage, des objets du quotidien, des éléments climatiques, pouvaient, par la simple vertu, par la simple force de l'imaginaire, se transformer. Oui, mais il se transforme forcément dans les yeux de tout le monde, j'imagine. On voit pas le même paysage deux fois exactement pareil en dehors d'une photo, mais déjà la lumière n'est pas pareille et notre humeur n'est pas pareille, on transforme tout. Et juste pour reprendre l'idée des drogues et des choses comme ça, je suis insomniaque, j'ai pas besoin de prendre de drogue. Il m'arrive d'écrire dans des périodes d'insomnie où je pense que mon cerveau fonctionne pas tout à fait pareil. Et du coup, je construis des choses avec un peu à la manière de cut-up. On n'a pas besoin de prendre quoi que ce soit. Il suffit juste d'un certain lâcher-prise dans l'écriture. Et je pense que dans l'observation d'une manière générale, quand on lâche prise, on ne voit pas de la même manière.
Et on est souvent un peu cloisonné par la vie d'une manière générale, la société, etc. Quand on lâche, on voit pas pareil. Et quand j'écris, j'aime bien essayer de faire des images. Je fais de la photo aussi un peu à côté. Et utiliser les mots pour provoquer une image dans la tête du lecteur, je trouve ça super important. Parce que c'est pas juste des mots, il faut essayer d'aller au-delà et de provoquer ou une sensation ou une image. Voilà. Je pense que j'ai dévié un peu. Justement, c'est le principe, le principe de la poésie. Mais vous parliez de Cut Up et votre texte, en fait, une série de textes assez courts, fragmentés même. Et est-ce que cette fragmentation est aussi une façon de briser peut-être la continuité de nos perceptions habituelles? Oui, alors c'était un choix. Je voulais pas que ça soit une histoire linéaire. Elle en a l'air quand on la lit, mais pour l'anecdote, elle peut être lue aussi à l'envers, de la dernière à la première page. Et quand j'en fais des lectures de différentes durées, je pioche dedans un peu au hasard, comme on piocherait dans un album photo, et j'arrive à en faire un ensemble cohérent. Donc le côté fragmenté, il est aussi dans nos têtes. On a des vies fragmentées, on voit une image, une autre image, on croise une autre personne, et on recolle tous les morceaux pour en faire un tout cohérent. Mais si on les prend morceau par morceau, c'est pas cohérent. C'est nous qui essayons de les rendre cohérents d'une manière ou d'une autre. Donc une logique de puzzle en quelque sorte, un Voilà. puzzle qui permet peut-être de constituer une image. Et je finirai peut-être par une question pour Mackenzie Orsel sur cette question de l'image. Votre texte utilise beaucoup d'images, en métaphores, comparaisons. Par exemple, lorsque vous décrivez, enfin lorsque la narratrice décrit plus exactement l'univers intérieur de Mackenzie, elle parle de corridors interminables, de ports. Alors au début, moi en lisant ça très naïvement, je suis tiens, c'est une métaphore pour décrire la complexité d'une psyché. Et en fait, le port finit vraiment par exister, un peu comme si l'image prenait son autonomie. Ouais, l'image qui rentre dans le réel, qui participe au réel, c'est-à-dire ce qu'on imagine, qui se réalise, qui se concrétise comme ça. Et je pense que je suis très à fond dans cette démarche de construction d'images, de métaphores et tout, histoire d'aborder, d'habiter les choses autrement. Et je pense que tout processus créatif obéit à cette sorte d'injonction qui n'est pas vraiment une injonction, mais c'est comme ça, on peut pas expliquer cet état dans lequel on est quand on écrit. Et moi, souvent, les gens ils disent que je suis écrivain. Mais là, dans cette salle, je ne suis pas, je ne suis pas écrivain. Je suis écrivain quand j'écris. C'est très mystérieux. Et parfois, je me relis, je me dis, mais quand est-ce que j'ai... Comment... Moi, j'ai écrit tout ça. Parfois, on me dit, il y a telle phrase, hein. Je dis, moi, j'ai écrit ça. Si, moi, je pense qu'on apprend à écrire le livre qu'on est en train d'écrire, et chaque personnage qu'on crée, qu'on invente, qu'on campe, c'est une rencontre, c'est une découverte, et c'est mystérieux. Et après, on passe à un autre livre, tout ça, on a l'impression que c'est fini, même si parfois on a envie de rencontrer un personnage qu'on a créé, comme la petite de Les Immortels, ou cette femme, mais ça continue. Et puis on fait des nouvelles rencontres. C'est fou ça. Justement, bah, si vous le souhaitez, oui. J'ai les livres, si vous voulez, Joseph. Je les ai, oui. Et direz-vous que ce mystère viendrait aussi peut-être d'une dynamique propre, interne à la langue, qu'au bout d'un moment, la langue peut-être finit par écrire elle-même les personnages? Il n'y a que la langue qui puisse, ça, qui puisse montrer tout ça, exposer tout ça, transposer tout ça. C'est-à-dire, on enlève la langue, il reste plus rien, en tout cas pas grand-chose. Par exemple, ce passage, moi j'aime bien lire
la fin de ce livre. La chambre se noie dans son silence habituel. Je ne sais plus quel temps il fait. Distinguer hier d'aujourd'hui. C'est la même histoire, le même présent qui continue comme une litanie à travers chaque grain de poussière qui s'élève de cette route, chaque dos qui disparaît, chaque rêve qui s'éteint. La mer au loin et ses fantômes, la lueur renouvelée de la lampe, les minces fils du jour qui glissent dans les interstices de la porte et dessinent au sol des arabesques que la nuit submerge de son encre. Les acrobaties de l'araignée peaufinant son palais de fil, le souffle du vent au-dessus des cases abandonnées d'où j'entends encore résonner les voix disparues. Ce sont aussi ma voix, mots, je n'ai que vos grandes gueules, vos imprudences, vos refus, vos hystériques instantanées. Qu'elles maintenant ne scintillent que par le vide velouté de la mort. Le temps passe avec ses loups, ses faux fous rires, ses camions chargés vers les villes. Je suis sa puanteur. La puanteur qui n'a pas droit aux larmes, aux obsèques et toutes ces choses dont les morts se foutent pas mal. Je ne suis pas morte, je vais à ma rencontre. Je t'avais prévenu, ça n'a absolument rien à voir avec une histoire. Je ne ferai toujours que vomir, crier pour ne pas m'étouffer. La parole des morts est une parole solitaire, car les vivants sont des vases vides. Ils n'ont d'écoute que pour eux-mêmes. Je crains que tout ce que j'ai fait depuis tout ce temps, c'est de causer avec moi-même, jouir en grattant rageusement ma plaie. Je suis une charogne. Je m'appelle toi, comme ma mère, comme ma grand-mère, comme la grand-mère de ma grand-mère. Dans notre village, les filles portent toutes le prénom de leur mère. Et toi, comment tu t'appelles? Vas-tu me raconter quelque chose? Donc, je sais pas, qui veut ouvrir le feu? Je suis nulle en lecture. En plus, j'hésite. Tu me racontais la tempête qui envoyait valdinguer les rochers de la pointe du Raz, les cadavres échoués sur la baie des Trépassés. Et je m'en fichais de savoir si tout ça c'était vrai ou bien si tu inventais. J'en voulais toujours plus de tes histoires de vieux loups de mer. C'était il y a combien de temps tout ça, dis-moi, quand les crabes ramenés du port cavalaient dans la petite cour bordélique, que je nettoyais mes pieds sous le robinet, quand je collectionnais les coquillages et que j'allais me gaver de crêpes chez Alberte. Elle est encore en vie, Alberte. Il paraît qu'elle n'y voit plus grand-chose. Son fils la promène le dimanche sur un fauteuil à roues. Il l'emmène écouter la mer. Il y a Maurice aussi, ton ami de toujours. Je lui rendrai visite. Nous parlerons de toi. Il me demandera si je me rappelle de ceci, de cela. Oui, je me souviens. Et pourtant tout me semble tellement irréel. Est-ce que c'était vraiment moi? Est-ce que j'ai eu plusieurs vies à l'intérieur de ma vie? Merci. Voici venu le temps des éraflures, de la gangrène aux gerçures du rire. Vibration palpébrale de l'urgence. Sournoiserie de l'être, cassation, la loi injuste des artères. La main devant les dents, cacher le blanc, cacher l'ivoire et l'ail vert dans les cavités sombres du sourire. Gong, ongle de bronze, gong, pigargue, aigle mongol pour écurer l'égout de nos ferveurs mystiques. Une fissure dans l'enduit du mur, et la toile se fend déjà selon les plis de cicatrices plus anciennes. Couette ionienne à la féminité puritaine de l'Asie, feuilles d'acanthe sur les frontons brisés de la limite, et le rouge des temples est un signe de honte. Jungle, ô brousse des machines où le sabre sait seul construire le chemin. Car il nous appartient de préparer l'essence et la révolte,
et de flétrir, nous les époux sanglés de pourpre, ceux qui promènent sans vergogne le palanquin de la raison. Hépatite beauté, virus de ceux qui passent. Et le retour vers l'ouest, régissement noir, Oulan-Bator, la banque est juste après la 4e baraque en bois, le grand camp n'est pas mort, ni le pan, ni sa sœur, ni son épouse bien-aimée. Puis ce fut le mescal à Berlin, dans un verre louche du miracle économique. Le temps de rassembler en vrac tous les tessons de la mémoire. Rien dans la ville. Noyau de lumière sans signification sous les yeux borgnes des églises. Derrière la vitre d'une salle de bain, le corps déformé d'une femme à sa toilette. Grue, langouste de la nuit. Mais je m'en vais serein, et je m'éloigne des murailles. C'est quelque chose en nous qui se relâche, ou peut-être ce nous d'avoir rêvé dans les rizières. Orient, rien noté de rien, il n'y a rien, rien de riant que cette aube en nous-mêmes où le soleil s'annule. Merci. Merci. Eh bien, nous finirons, donc nous irons peut-être vers l'Orient. Enfin, en tout cas, donc merci Marlène Tissot, merci Jean-Marie Blaise de Robles, et merci Mackenzie Orsel, et merci à vous.